Danke und guten Morgen. Merci beaucoup, très chers confrères, mesdames et messieurs, bonjour. Vous m'entendez? C'est parfait. La sonorisation fonctionne à merveille. Je suis plein de gratitude, à vrai dire, que je puisse avoir le privilège de vous adresser la parole, de vous démontrer un tout petit peu, un tantinet de ce que nous faisons en creux, en filigrane, en matière de recherche, en matière de changement. Le fait qu'en Suisse, nous participons activement de la recherche est une chose centrale, le nerf de la guerre de notre médecine, et surtout pour nos patients. Car uniquement si véritablement nous nous engageons avec crédibilité dans les parages de la recherche, et cela au niveau des réseaux internationaux comme partenaires égaux, uniquement dans ce contexte et à ce prix-là, nous pourrons fonctionner de façon telle que le bénéfice rebondisse sur les cliniques et sur nos enfants et nos adolescents. Aujourd'hui, permettez-moi surtout de parler donc de cette recherche qui donc dégote de nouvelles prises de conscience auprès du patient. S'y cachent d'autres recherches d'obédience fondamentale. On ne sait jamais d'où procède le progrès avant même qu'on ne commence à l'entamer. Donc il faut que nous ayons beaucoup de gens intelligents et futés qui se structurent et se préoccupent de questions, mais à un moment, le progrès résulte par des surprises, par des observations auxquelles nul ne s'attendait. Donc la recherche fondamentale demeure extrêmement importante. Mais aujourd'hui, je vais donc me consacrer donc à la leucémie nymphoblastique aiguë. Ce sont de bons exemples pour vous démontrer ce qui se fait. Sans doute une prochaine fois, j'espère que nous allons pouvoir parler aussi de progrès en matière de tumeurs cérébrales ou d'autres tendances tumorales. Mais aujourd'hui, on va se focaliser donc sur des leucémies. Et vous le constatez, en Suisse, nous avons donc quelques 70 nouveaux cas par année. C'est sans doute le cancer le plus fréquent dans nos cliniques. Nous avons statué de bonnes solutions, il est vrai, mais il reste encore beaucoup à faire, du pain sur la planche. Nous avons des conséquences de longue durée de la thérapie oncologique qui ne sont pas acceptables. Nous avons aussi des résistances thérapeutiques entre 10 et 15% pour les premiers diagnostics. Eh bien, le sauvetage peut être difficile, 40% très précisément, auprès donc d'une première rechute, très exigeant, douloureux aussi pour les patients. Et en cas de deuxième rechute, cela devient, mesdames et messieurs, dramatique et tragique. Le traitement de la leucémie est quand même une épopée de succès. C'est en quelque sorte la base du développement de l'oncologie moderne telle que nous la connaissons. Je n'ai pas le temps, sinon d'être chronophage, de tout vous expliquer, alors que cela serait intéressant. Je ne puis que dire, à travers la longue durée, il y a eu et il y aura toujours des groupes internationaux. On est parti de certaines idées, on l'a vérifié de façon structurée en milieu clinique. La première idée ayant été très précisément en analogie à la thérapie de la tuberculose à l'époque. Nous devons avoir du courage pour mettre en combinaison les remèdes. Uniquement, nous allons aboutir au succès. Et lors de la première approche, avec une combinaison de 7 médicaments, eh bien, on est allé de 0 à 50% de ratio de guérison. C'était l'époque fondatrice de ce qu'on appelle donc le groupe d'études de Berlin, Francfort et Münster. Et furent posées des questions. Si je répète de telles combinaisons, on n'en plus finir. Et avec les années, on a cessé de s'améliorer. Cela avec des médicaments relativement anciens, pour ne pas dire vétustes. Comme on peut le lire dans la presse, nous avons de grandes espérances à l'attention de la recherche de l'avenir. Ici donc une présentation très optimiste dans la Nouvelle Gazette de Zurich, la NZZ. Nous sommes direction point lumineux. D'après la NZZ, il faudrait que nous soyons déjà capables de cibler la majorité des thérapies. Est-ce le cas? J'ai mes doutes à cet égard, mais nous voulons nous mouvoir précisément dans cette direction majeure. Je vais vous démontrer de quelle façon cela est conçu. Et ce qui ne cesse de gagner en importance, cette nouvelle thérapie, les thérapies d'immunologie, j'y reviendrai. Quel est le problème? Il est question de leucémies au pluriel. Nous avons donc la leucémie nymphoblastique, nous avons un protocole, tous les enfants ont les mêmes remèdes, empiriquement tout à fait structurés. Le problème étant s'y cache en filigrane pléthore
de sous-groupes biologiques. Et si on veut donc l'aborder de façon ciblée, il faudrait qu'on le comprenne. Ici, vous avez la réalité. Elle a l'air d'extrêmement enchevêtrée et compliquée. Et c'est bien le cas. Nous devons nous ingérer dans ces systèmes. Nous savons qu'il y a des corrélations, changements génétiques, mutations génétiques, mais vous avez aussi la perturbation opératoire qui est très complexe. Il y a des possibilités d'éviter le problème en matière de structure cellulaire. Et c'est là-dessus qu'il convient de greffer une hypothèse pour une nouvelle chaîne thérapeutique. Beaucoup de choses à la fois. Il est souvent question de médecine précisée ou personnalisée, personnifiée même. L'idée qui sous-tend le tout est que pour chaque patient, nous ayons davantage d'informations au début de la chaîne thérapeutique afin que la conception thérapeutique soit ciblée sur la personnalité du patient. Nous avons donc les informations sur le séquençage du patrimoine héréditaire de la cellule malade et les opératoires fonctionnels comme l'avenir d'activités de petites substances, de petits agents sur une plateforme en laboratoire. À Zurich, nous l'avons développé, vous l'avez ici en effigie. Nous avons des cultures de patients, des scènes leucémiques sur donc manifestement une cellule de souche en matière de moelle. Donc le créneau en quelque sorte où cette cellule se trouve dans la moelle, cela nous permet la survie de la cellule pendant un certain temps et à son tour cela nous permet de dire que beaucoup de médicaments sont utiles puisqu'on les a testés. Donc vous avez ici la cellule des souches, les souches leucémiques vitales et que se fait-il en matière de cette structure cellulaire si nous administrons des remèdes et des médicaments? Vue du patient se répercuter sur un système, doublé aussi donc d'informations sur le génome. La leucémie, quant à elle, peut aussi être encore davantage expandue pour requérir d'importantes expériences et des prises de conscience et de faire un screening, le voici, où les cellules leucémiques après l'administration survivent. Là, elles sont toutes mortes, les cellules de souche sont vitales et là, tout est mort, qu'on ne veut pas. On ne veut pas qu'un médicament tue les cellules normales. Et ainsi, de fil en aiguille, nous avons des informations extrêmement complexifiées de la part d'un patient. Inutile de le comprendre, hein, mesdames et messieurs, c'est uniquement une visualisation. Vous constatez donc les patients, différents types de leucémie. On sait quels sont donc les sous-types génétiques et par la suite tramé en bleu marine la cellule qui ne réagit pas, même si donc on la bombarde de chimiothérapie. Tramé en rouge, la cellule réagit de façon très sensitive à très peu de médicaments et vous constatez un exemple nouveau, médicament tout à fait nouveau, auprès de leucémie tout à fait hétéroclite, hein, à vrai dire. Certains patients réagissent de façon générale et d'autres sont complètement inertes. Donc là, nous avons des choses à faire, mesdames et messieurs, pour sélectionner les patients qui réagissent avec une grande sensibilité à ce principe. Ici, le principe, et c'est un exemple tiré d'un médicament moderne de grand intérêt. Vous avez dans le corps des éléments, des protéines qui sont donc là pour, en quelque sorte, bloquer ces signaux. Et si ces signaux sont donc déclenchés, disent à la cellule, il faut que tu dépérisses, pauvre cellule. Et c'est un médicament qui, précisément, cadre avec cela et qui déclenche le signal. Et par la suite, il y a donc un enchaînement et la cellule dépérit. Au sein du labo, on l'a regardé de plus près. Je ne pourrais donc pas tout vous démontrer, mais c'est donc un exemple, un sous-type de leucémie, mesdames et messieurs, défini de façon génétique qu'on ne peut pas guérir à l'heure actuelle. Par surprise, et on ne pouvait pas le prédicter à travers toutes les autres informations, eh bien, il est très délicat d'agir sur ce principe, dans la mouvance très précisément des CE2, de ce principe même de cette résistance, qui se répercute sur le déclic de la mort cellulaire. En fonction de beaucoup d'autres données de cet acabit, on a développé une conception opératoire à travers le labo. Nous savons que ce médicament est très intéressant en combinaison avec de la chimiothérapie conventionnelle pour plusieurs types tumoraux. Une étude existe depuis quelques semaines à Zurich qui est randomisée de façon internationale dans 20 sites aux quatre coins du monde où le patient tout d'abord reçoit donc un petit agent, c'est-à-dire l'administration du seul remède. De quelle façon cela va-t-il être traité par le patient? Peut-on le sortir du système? Et si oui, dans quelle vélocité? Quelles sont aussi les toxicités? Et par la suite, et c'est tout à fait nouveau,
de façon très rapide, nous mettons cela en combinaison avec la chimiothérapie conventionnelle pour ces différentes structures tumorales. Et très nouveau, pour ce type, nous pouvons donc, lors du pré-diagnostic, déjà combiner ce médicament avec des thérapies tout à fait conventionnelles. Nous sommes très optimistes que nous sommes là sur un sentier de la vertu et d'une nouvelle scientificité. Autre exemple, TALL, eh bien, ce sont essentiellement un sous-type de la leucémie lymphoblastique en cas de rechute. Eh bien, c'est très difficile de traiter cela. Et là aussi, vous constatez de façon inattendue des activités d'un certain médicament, d'un certain agent, pour donc un sous-groupe de tels patients. On l'a validé de façon internationale avec des collègues. Ici, vous avez une série américaine qui donc conforte cette répartition ou qui la confirme. Et si donc on donne cela à ce patient dans la moelle des os et que cela se propage par métabolisme dans tout le corps, eh bien, cette leucémie est sensible aussi de façon monothérapeutique. Donc, un grand progrès, un prodrome plus que clinique, que c'est donc un potentiel considérable à défricher. De telles approches, mesdames et messieurs, j'espère, pour le développement des remèdes et des médicaments, auront donc une grande contribution à manifester. Vous constatez comment nous avons développé des médicaments. Ici, une temporalité. Pour la pédiatrie, cela prend plus de 10 ans. Au début, on a donc l'idée, une réflexion, peut-être aussi une conception laboratoire. On dispose aussi d'un remède. Il convient de l'assujettir à testage dans de petites cohortes. Peut-être rien ne se fait, alors on bloque le tout. On passe au prochain médicament jusqu'à ce qu'on ait une découverte qui serait donc propice pour ce problème, pour cette indication. Pro futuro, nous espérons que nous aurons la possibilité, avec davantage d'informations et davantage de communication, faire un bon tri et donc cibler des sous-groupes, les enquêtant de façon telle pour statuer de meilleures solutions. C'est précisément donc une recherche personnifiée, voire personnalisée, dans le développement de ces médicaments. Les entreprises pharmaceutiques sont tout à fait intéressées, bien évidemment. Pour ce faire, il y a un consortium aux 4 coins d'Europe qui fonctionne dans les règles de l'art, ITCC, thérapie novatrice contre le cancer des enfants et des adolescents en acronyme anglo-saxon. Nous avons quelques 1300 patients en Europe par année qui donc auraient besoin d'une telle approche. À l'heure actuelle, nous recrutons une cohorte de 190 patients par année dans plus de 21 études ouvertes. Cette cohorte est bien sûr un public extrêmement intéressant pour l'industrie pharmacologique, pour les remèdes en gestation, mais aussi important pour la pédiatrie. Ce groupe est beaucoup entré aussi dans l'oncologie des enfants, travaille donc avec les réseaux tumeurs, leucémie, etc. Vous avez ici la mise en exergue de ces études pour vous démontrer une charge énorme pour quelque peu de patients, mais c'est la réalité. Si nous voulons faire bouger, voire mousser les choses, il faut donc aussi nous préoccuper de petites cohortes. C'est sans doute un cauchemar logistique pour nous, pour la pharmacologie et pour d'autres promoteurs parce que ce n'est presque pas finançable. La Suisse n'est pas attrayant, nous sommes trop petits, nous devons nous battre contre ce fléau. On nous dit on va fermer votre étude, vous êtes beaucoup trop petits pour être rentable. En dépit de cela, contre vents et marées, nous résistons. Voici ici donc la structure administrative derrière une telle étude. Donc pour quelques patients, 2-3 patients, vous constatez les heures investies. C'est quelque chose d'incroyable pour que cela fonctionne. Pour tous ceux que nous faisons en oncologie pour enfants, c'est comme ça. Aussi pour les optimisations de thérapie. La charge régulatoire administrative est beaucoup trop élevée. Nous bloquons la recherche pour des raisons pécuniaires, donc on a besoin de solutions plus sveltes, plus opératoires. C'est un domaine politique où les parents doivent s'engager avec nous. Je leur fais cet appel. Mais nous devons le faire, c'est indispensable, mais la charge est grande et on a beaucoup de ressources, nous en sommes conscients, mais c'est indispensable. Il n'y a pas d'alternative. Autre sujet, immunothérapie. De quelle façon peut-on renforcer le système immunisé contre une nosologie cancéreuse, leucémie? À l'heure actuelle, nous avons plusieurs possibilités à notre disposition de faire en sorte d'une cellule T, d'une cellule assassine, soit donc projetée sur une cellule cancéreuse, et je vais vous démontrer ces 3 exemples.
Je commence à l'heure actuelle, direction point lumineux, le principe d'avoir un petit molécule de liaison. Deuxième exemple, nous modifions un récepteur de cette cellule assassine, si bien qu'on puisse reconnaître ce qu'il en est et qu'on peut donc s'attaquer à l'autre cellule. Et nous avons la possibilité d'agir directement avec la chimiothérapie, l'administration donc de tels remèdes sur une telle structure moléculaire, par couplage en quelque sorte. Et le médicament est directement infiltré dans la cellule cancéreuse et non pas dans les cellules normales, avec moins d'effets collatéraux et davantage d'impact. Voilà tout d'abord la première chose, ce qu'on appelle le bite. Bite veut dire mordre en anglais. Lorsque, pour la première fois, eh bien, ce sont ces universitaires cinglés, ils ont pété les plombs. Eh bien non, on prend donc ces petits anticorps. Voici donc nos anticorps, vous les connaissez. Donc, si vous êtes vacciné, vous faites des anticorps, etc. Petite région minuscule qui met donc une molécule sur la cellule leucémique et la même région, ce qu'un récepteur est en train de faire sur l'autre cellule. Par définition, on les structure, on les construit de façon telle qu'il y ait donc en quelque sorte un binôme de protéines et c'est cela le lien qui rapproche les deux cellules et par la suite, ces cellules s'activent, l'agressivité se fait et la cellule leucémique est donc annihilée. Et voilà comment cela se présente en imagerie. Ici, donc, les cellules T, elles transitent un peu partout, elles s'arriment à ces cellules leucémiques et vous constatez des exemples de cellules leucémiques qui ont reçu ce signal, de quelle façon elles dépérissent à travers le temps. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'une telle cellule T, elle va d'une cellule à l'autre, fait son job, comme si c'était un soldat ou un policier qui est en train de se battre contre un ennemi impitoyable. Voilà donc les résultats en expectative, une étude adulte, toujours de petite cohorte, mais principe de longue durée, le suivi de longue durée des patients avec aussi des leucémies réfractaires qui, dans une situation avec des maladies résiduelles, étaient bénéficiaires de la thérapie et qui, par la suite, ont été aussi transplantés de cellules de souche. Et les données sont tout à fait stables. La moitié de ces patients, se tirent d'affaire, sauve sa vie. Nous espérons qu'il y aura des chiffres semblables pour la pédiatrie. Et ainsi, avons-nous donc développé ce principe coulé dans le moule d'une nouvelle étude clinique pour le traitement de la leucémie. Nous allons faire des testages quant à savoir si certains blocs de chimiothérapie pour des patients qui ont davantage de risques que d'autres en matière de rechute, si nous pouvons donc remplacer cela par cette composante d'immunothérapie et pour voir aussi si de cette façon-là, notre toxicité sera donc relativisée et nos résultats d'autant plus améliorés. Bien sûr que de façon immédiate, nous l'avons aussi mis pour des patients avec des maladies plus résistantes et de rechute. Vous pouvez aussi donc mettre directement la chimiothérapie dans une cellule cancéreuse. Ici, un patient qui avait donc le blinotonoma dont je parlais tout à l'heure, qui a été très bien sensibilisé, mais malheureusement, il a rechuté. Tragique. Et avec donc la deuxième filière, ce nouveau médicament, il y a donc une rémission totale par transplantation et fort heureusement est tout à fait qualifié de guéri. Et voici donc la manchette. C'est ce qu'on appelle la CAR-thérapie. Là, j'aimerais y consacrer mes dernières 5 minutes avec votre assentiment, mesdames et messieurs. Vous avez lu ce gros titre, la thérapie à 500 000 francs au dollar vient en Suisse. C'est le narratif, qui a été développé par l'hôpital pédiatrique de Pennsylvanie. Il y a beaucoup d'autres groupes qui donc sont en train d'enfourcher ce genre de chevaux thérapeutiques. Il y a 4 entreprises aussi qui s'inscrivent dans ce sillage. Novartis a acheté cela et a donc produit ce remède pour donc un testage aux États-Unis. À quoi cela rime-t-il? On prend des cellules T du patient par une prise de sang, on met cela dans une machine, ces cellules T sont donc éjectées et sont remis dans la corporalité. Ces cellules T, par la suite, au sein du laboratoire, sont assorties d'un virus
qui donc porte le gène que nous voulons infiltrer, pour le dire ainsi, si bien qu'il y ait dans ce domaine une protéine donc artificielle qui se fasse. Voici donc un récepteur TC qui est ainsi programmé comme quoi il y ait donc une liaison de cette cellule leucémie en parfaite reconnaissance. Cette mixité est donc réinjectée dans le patient. Je le démontre ici. C'est donc une vidéo qui vous démontre ce qu'il en est. Vous avez ici cellule T qui est donc programmée, qui constitue donc ces nouveaux récepteurs dont je parlais tout à l'heure sur la surface. Au sein du labo, cela peut être produit à des millions de reprises. C'est ce qu'on appelle donc le facteur K, qui est donc implanté dans le patient. Et donc, il rencontre les cellules leucémiques dans le cercle sanguin et dans les tissus. On reconnaît le CD19, c'est donc une molécule de surface, le lie très fortement, on le voit ici, c'est comme un engrenage qui se fixe, et par la suite, vous avez des substances donc, de la cellule sur la cellule leucémique, et elle donc, est éjectée. Donc, il y a migration qui se fait et ces cellules T se répercutent sur d'autres cellules. Elles sont en expansion tant aussi longtemps qu'on a besoin d'eux. Une réaction d'enchaînement. Pour cette thérapie, il est extrêmement important que ces cellules de vigilance soient toujours là. Dès que le virus, ou plutôt dès que ces cellules auront été éliminées du corps humain, eh bien, cette protection n'est plus donnée. Voici donc les données les plus actuelles que nous ayons. Il faut les traiter avec une certaine prudence, car ce sont des dates flambant neuves et certains patients ne sont observés que depuis quelques mois. Mais quand même, et il n'empêche, ici un patient a donc réussi à être bénéficiaire de cette thérapie. Et là, vous constatez que les ratios qu'on est en rémission sont très élevés. Avec la maturation de ces données, la probabilité va donc frôler les 50, voire les 60%, comme la nosologie de tout à l'heure. Ici, une autre étude où vous regardez la totalité des patients. Donc, si on reprend aussi celles et ceux qui donc n'ont pas été bénéficiaires de ces cellules pour quelque raison que ce fût, eh bien, on en est auprès de la moitié quand même. Les problèmes étant toutefois dans ce domaine que probablement d'actualité, 30% de nos patients ne sont pas aussi loin qu'ils obtiennent ce produit, puisqu'il y a un goulet, il y a une congestion. La production ne fonctionne pas de façon sérielle, ou alors si c'est sériel, c'est trop lent, et le patient donc est déjà trop malade, trop tard pour être sauvé. Les cellules, à l'heure actuelle, eh bien, s'attaquent à un distinguo qui se trouve aussi sur les cellules D normales. Donc, il faut qu'on s'attende à une défectuosité immunaire. C'est un problème, on peut composer avec, mais c'est un problème et il conviendra de le surmonter. Au début, il y a donc des réactions d'inflammation. Souvent, il faut donc les soins urgents. Si une telle cellule est programmée dans le système, on ne peut pas donc la désactiver, ni donc la retirer. Quand c'est parti pour de bon. C'est autre que le binotonomate, où donc cet établisseur de lien, on peut donc l'ankyloser et par la suite la situation se tranquillise. Donc il y a, comme partout, des avantages et des inconvénients. Et nous savons qu'il y a des rechutes si ces cellules ne sont plus là, si donc elles sont éliminées. Suivant le produit, eh bien la durée de vie est donc plus ou moins plus longue. Cela, on le verra avec l'avenir, mais on y travaille. Et voici donc l'image terminale. C'est donc la toute première patiente en Suisse que nous avons traitée avec des cellules CD19, une patiente qui était dans mon hôpital. Nous l'avons fait à Tel Aviv, dans cette métropole israélienne, auprès d'un confrère et partenaire de coopération, Elad Jacobi. C'est lui qui a fait un fellowship dans une grande université, un de ces 4 sites universitaires qui a développé ce KT, retour à Israël, et il a fait donc un ressort clinique et il coopère avec ses collègues américains et ce site fait ses thérapies. En Europe, à l'heure actuelle, nous n'avons aucune chance. Nous n'avons pas la possibilité d'agir. J'espère que cela sera donc le cas en 2018. Là, il y a des études universitaires qui nous feraient la voie. Nous sommes en train aussi de faire une liaison de notre pays à une de ces études transeuropéennes. Et à fin 2018, j'espère qu'il y aura donc aussi des CARS commercialement accessibles pour nos patients. Ici, la patiente après le traitement en Israël. À l'heure actuelle, donc,
Elle a quitté la transplantation des cellules de souche. Elle va très bien. Elle m'a permis explicitement de vous présenter cette image comme témoignage positif en guise de conclusion de cette communication. Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent en filigrane, notre groupe de travail au sein du laboratoire, mais tous les partenaires ne sont pas ici en effigie, donc il y a beaucoup de monde et nous sommes tout à fait dans la mouvance de plusieurs piliers de soutien, Fonds national, recherche contre le cancer, etc., etc. La liste est évocatrice, elle n'est pas exhaustive. À défaut, cela ne sera pas possible. J'en ai terminé. Et tout à l'heure, nous entrons en discussion pour un chassé-croisé de questions-réponses. Merci.